Réplication de l'ADN. On parle souvent de duplication ou réplication de l'ADN selon un mécanisme que l'on va appeler donc semi-conservatif. Semi-conservatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moitié de quelque chose va être conservée et la moitié de l'autre chose va être nouvellement formée. Bon, on parlera de réplication de l'ADN. Alors ce quelque chose, évidemment, il s'agit de la molécule d'ADN. Lorsque, avant d'entrer en division cellulaire, que l'on appelle par exemple la mitose, eh bien, la cellule mère, alors on pourrait parler par exemple de la cellule œuf, qui est la cellule originelle de tout organisme, enfin de l'organisme en question. Eh bien, cette cellule œuf va subir ce que l'on appelle la réplication, enfin pas la réplication, mais ce que je veux dire, la division cellulaire. Ça veut dire qu'une cellule va donner deux cellules filles et que la cellule mère possède un patrimoine génétique et ce patrimoine génétique va se retrouver à l'identique dans les deux cellules filles. Donc on dit que la réplication est conforme. Réplication de quoi? Eh bien la réplication de la molécule d'ADN, donc de la molécule informative. Donc l'ADN va se répliquer de manière semi-conservative, selon un mécanisme semi-conservatif. Essayons de comprendre ce mécanisme. Donc comment la réplication de l'ADN s'effectue-t-elle au cours de la phase S de l'interphase, en rappelant que le cycle d'une cellule, c'est une succession d'interphases et de divisions cellulaires, mitose ou méiose éventuellement. Donc comment la réplication de l'ADN s'effectue-t-elle au cours de l'interphase? Alors, essayons de comprendre que la réplication se fait selon un modèle semi-conservatif. Alors, Watson et Crick ont découvert en 1953 la structure de la molécule d'ADN, donc Watson et Crick, donc deux noms à retenir. Et Crick, les deux en fait, Watson et Crick avaient imaginé un mécanisme possible de réplication du matériel génétique. Alors, dans cette hypothèse, les deux brins de la molécule d'ADN se séparent et chaque brin sert de matrice sur laquelle va venir se fixer, ou vont venir se fixer plutôt, les nucléotides complémentaires de la séquence, enfin des nucléotides formant une séquence du brin initial, que l'on va appeler le brin mère, le brin donc qui est l'ancien brin. Avant, donc, tous les nucléotides qui vont se former, qui vont venir se fixer selon le mécanisme de la complémentarité, puisque les nucléotides sont complémentaires par deux, AT avec CG, A avec T et C avec G. Donc, ce que je voulais dire, donc les deux brins de la molécule se séparent, et chaque brin sert de matrice pour la réplication d'un nouveau brin. Autrement dit, nouveau brin, on est bien là dans l'ancien brin et dans le nouveau brin, semi-conservatif. Là, vous commencez à comprendre. Donc les deux nouveaux brins se forment par ajout de nucléotides présents. Alors pourquoi les deux nouveaux brins? Bien parce que lorsque vous imaginez une molécule d'ADN, un peu comme une échelle, on séparerait au milieu, on couperait au milieu les barreaux. Donc ça vous donne bien deux demi-échelles. Donc on a bien les deux brins se forment. Alors les deux brins, donc chaque brin initial a une séquence bien spéciale de nucléotides, et de l'autre côté, donc sur l'autre brin, il y a bien la séquence complémentaire. Donc quand on sépare ces deux brins parentaux, eh bien on se retrouve bien avec deux brins isolés, et les nucléotides qui sont dans la cellule, en fait, qui arrivent dans le noyau à un moment ou à un autre, eh bien, vont venir par complémentarité se fixer sur les nucléotides qui sont libres du fait de la séparation du brin parental. Ainsi, de fil en aiguille, on a donc un nouveau brin néoformé qui va venir se fixer de manière complémentaire sur le brin parental. Bon, donc les deux nouveaux brins se forment par ajout de nucléotides libres présents dans le noyau, selon la complémentarité A avec T ou T avec A et C avec G ou G avec C. Donc on a donc formation de deux molécules d'ADN qui sont strictement identiques. Attention, strictement identiques. Bon, donc ça veut dire que sur un chromosome qui a subi la réplication, les deux brins formés, donc les deux chromatides 2, sont bien strictement identiques. Attention, à ne pas confondre avec le fait que
au niveau de 2 chromosomes homologues, les 2 structures ne sont pas strictement identiques du fait que chaque gène a plusieurs allèles. Bon, je n'entre pas dans le détail de l'explication, voir mes autres cours pour comprendre. Alors, donc, on a donc formation de 2 molécules identiques entre elles et identiques, bien entendu, à la molécule initiale. Donc, chaque molécule fille va comporter donc un brin hérité de la molécule mère, ou brin parental, et un brin nouvellement formé. Donc, on dit néoformé. Bon, voilà, donc ça c'est bien compris. Donc, un brin et 2 brins obtenus qui sont strictement identiques à l'issue de la réplication semi-conservative. Essayons d'observer et de modéliser la réplication de l'ADN. Alors, modéliser à partir d'un modèle, donc il faut ouvrir le logiciel, je vous propose LibMol sur Internet. Donc, il faut juste trouver la molécule qui s'appelle ADN polymérase. Et puis, à l'aide du logiciel, vous allez pouvoir visualiser. Donc, vous allez étudier déjà parce qu'en fait, il y a une enzyme, un complexe enzymatique que l'on appelle ADN polymérase, qui sépare en fait les molécules d'ADN. Pourquoi? Alors, qui sépare les molécules et qui font en sorte que la polymérisation des nucléotides va se faire. C'est pour ça qu'on l'appelle ADN polymérase. Donc, cette enzyme très spécifique est responsable de la réplication semi-conservative. Elle s'occupe, alors globalement, on va dire ça, de séparer les 2 brins. Donc, puisque les nucléotides sont complémentaires, mais entre eux, il y a des liaisons hydrogènes faibles. Donc, l'ADN polymérase va s'occuper de séparer les 2 brins, donc en enlevant les liaisons hydrogènes faibles, et puis s'occuper en même temps de la fixation des nouveaux nucléotides sur les 2 brins parentaux qui se sont séparés, de manière à former donc 2 molécules d'ADN complètes et strictement identiques. Alors, si on regarde, donc je disais, amusez-vous avec le logiciel, où vous cherchez sur Internet l'ADN polymérase, et puis, eh bien, vous essayez de mettre en évidence l'enzyme d'une part, l'ADN et les différents nucléotides d'autre part. Alors, bien entendu, je ne peux pas vous le montrer visuellement, là, il faut ouvrir LibMol et puis trouver les molécules et vous amuser à essayer de faire ce que vous pouvez voir sur le schéma interprétatif ici. C'est-à-dire que la réplication va débuter en fait à plusieurs endroits de la molécule d'ADN et va progresser dans 2 directions opposées. Donc, il va y avoir formation de ce que l'on appelle des yeux de réplication. La réplication est terminée, bien entendu, quand tous les yeux de réplication se rejoignent. Et à ce moment-là, on a bien à partir d'une molécule d'ADN parentale, on a bien, donc avec les 2 brins parentaux, on a bien obtention de 2 nouvelles molécules d'ADN, avec chacune un brin parental et un brin néoformé. Bon, le complexe enzymatique, on l'appelle, je l'ai dit, ADN polymérase. Il se fixe sur la molécule d'ADN et deux complexes enzymatiques vont progresser selon des sens opposés. Donc, cet ADN polymérase, donc il va polymériser les nucléotides de manière à obtenir les molécules d'ADN nouvelles, formées. Donc, assure à la fois donc cet ADN polymérase assure à la fois l'ouverture de la molécule et la création des liaisons entre les molécules, c'est-à-dire entre les nucléotides complémentaires. Bon, voilà. Donc, lorsque vous regardez au microscope électronique, pas au microscope optique, on voit très très bien les yeux de réplication. Donc, on peut se dire à ce moment-là, si vous observez ça dans la cellule, on est bien là en présence du phénomène de la réplication de l'ADN. Et puis ensuite, suite à la réplication qui se fait pendant la phase S, on obtiendra une phase G2 de repos relatif avant que la cellule n'entre en division et répartisse ces 2 molécules d'ADN dans 2 cellules filles. Alors, on peut valider cette expérience du mécanisme de réplication en faisant une expérience sur la radioactivité. Donc on a une expérience historique qui est l'expérience de Taylor qui va bien confirmer ce modèle de réplication semi-conservatif. Donc c'est en 1957, alors que c'est en 1953 que la molécule d'ADN a été découverte par Watson et Crick, mais un petit peu plus tard, donc 1957, 4 ans après la découverte de l'ADN, de la structure moderne, donc structure en double hélice de la molécule d'ADN,
eh bien, Taylor, lui, a mis en culture des jeunes plantules dans un milieu qui contenait un précurseur marqué radioactivement, donc un précurseur de l'ADN, et c'était le nucléotide T. Alors attention, T, c'est pas le nucléotide, c'est la base azotée, hein, mais par défaut de langage, on va dire nucléotide, sachant que pour qu'il y ait un nucléotide, il faut qu'il y ait, puisqu'on a ADN, c'est acide désoxyribonucléique, il nous faut le sucre désoxyribose et l'acide phosphorique. Donc les trois fixés forment un nucléotide. Bon, là, le nucléotide, on va dire grand T de l'ADN, c'est un précurseur. Entre autres, ce n'est pas le seul, hein, il y a aussi ATCG, AGC. Hein. Bon. Mais donc, on a rendu la thymine radioactive. Donc, certains atomes d'hydrogène dans cette thymine ont été remplacés par l'isotope radioactif, qui est le tritium. Donc, l'hydrogène, par exemple, on le remplace par le tritium, qui est radioactif. Lorsque les cellules vont se répliquer, eh bien, la molécule d'ADN, bien entendu, va incorporer ce tritium radioactif, et de ce fait-là, la molécule va devenir, à certains endroits, là où il y aura le tritium fixé sur la thymine, bien entendu, cette molécule, à cet endroit, sera radioactive. Donc, cette molécule, puisqu'elle devient radioactive, on peut la détecter par la technique que l'on appelle autoradiographie. Les cellules en culture sont écrasées, mises en contact avec un film photographique, bien entendu. Et puis le rayonnement qui va être émis par les molécules radioactives va impressionner le fil. Et on va ainsi avoir une petite tache noire qui va révéler la position exacte des molécules dans la cellule. Donc de la molécule de thymine qui a été rendue radioactive. Donc les plantules sont cultivées pendant la durée d'un cycle cellulaire sur ce milieu radioactif. Donc on les laisse, ça veut dire on met une plante, on met les racines, on met un milieu radioactif, donc de l'eau ou autre, en tout cas un milieu nutritif avec des sels minéraux, etc. On met bien de la lumière évidemment, et on met du tritium radioactif dans ce milieu. Et bien entendu, le tritium va être absorbé par les racines et monter dans la cellule, atteindre les zones méristématiques où il y a des divisions cellulaires importantes. Et puis là, on peut s'amuser à regarder au niveau d'une cellule, on fait une coupe et on regarde là où il y a l'activité, la radioactivité. Donc les plantules sont cultivées, je disais, pendant la durée d'un seul cycle cellulaire sur ce milieu radioactif. Un seul cycle. Hein. Et Taylor prélève alors des racines, il réalise une première autoradiographie et ensuite, les plantules sont ensuite transférées dans un second milieu. Donc il n'est pas radioactif, lui, donc il n'y a pas de thymine radioactive, donc pas de tritium, donc pas de radioactivité. Et une seconde autoradiographie est réalisée après un second cycle cellulaire. Donc il y avait le premier dans le milieu radioactif et le deuxième cycle cellulaire dans le milieu non radioactif. Et alors quels sont les résultats? Eh bien là où il y a, donc à l'issue du premier cycle cellulaire, on voit des chromosomes bichromatidiens. Donc deux chromatines fixées par leur centromère, et on voit bien qu'il y a de la radioactivité sur les deux brins, absolument sur les deux brins. Donc ça veut bien dire que la thymine, d'une part, a bien été incorporée, et d'autre part, qu'elle est bien radioactive, et on a bien localisé sur les deux brins la répartition de la thymine, là où il y avait une complémentarité avec l'adénine, bien entendu. Et au cours du deuxième cycle, eh bien, quelque chose de formidable, on voit que la radioactivité ne se fait que sur un seul brin. Et sur le deuxième brin bichromatidienne, donc sur le chromosome bichromatidien, donc sur le premier brin très radioactif, sur le deuxième brin, pas de radioactivité. Là, on a bien la preuve que par rapport au premier cycle, donc sur le chromosome où il y avait les deux brins bichromatidiens qui étaient radioactifs, eh bien, il y a eu une séparation grâce à l'ADN polymérase, donc séparation des deux brins, et par complémentarité, un brin néoformé s'est formé sur chacun de ces brins parentaux. Donc ça confirme bien le modèle de réplication semi-conservatif. Donc voilà, donc on a bien mis en évidence le fait que la réplication de l'ADN s'effectue au cours de l'interphase, selon un mécanisme semi-conservatif, réplication semi-conservative, grâce à une ADN polymérase, et tout ceci pendant l'interphase
pendant la phase S de l'interphase, donc au cours du cycle cellulaire, qui ne correspondent pas, bien entendu, à la mitose. Donc juste pendant l'interphase, la phase S. Bien vous souvenir de ça. Donc voilà, c'était la réplication de l'ADN semi-conservative. Donc bon, ça sonne, ça veut dire qu'il faut que je retourne en cours. Voilà, le cours est terminé. C'était la réplication de l'ADN selon un modèle semi-conservatif. Le cours est terminé. Merci.